Bonsoir Laurent Schramm. Donc vous êtes l'auteur, je le disais, de ce livre Somme sur la caserne d'Ossin, l'antichambre d'Auschwitz, hein, comme vous l'appelez. On peut peut-être rappeler d'abord en deux mots ce que c'est que cette caserne d'Ossin qui, à partir de juillet 1942, commence à accueillir les Juifs et les Tziganes en vue de leur déportation. Oui, c'est donc un camp de rassemblement, le seul camp de rassemblement qui a été organisé pour le territoire de la Belgique et du nord de la France. Et c'est là donc qu'on va rassembler les Juifs d'abord, les Tziganes plus tard pour des raisons logistiques, à destination d'Auschwitz-Birkenau. Donc c'est un peu l'équivalent du camp de Drancy, par exemple, en France, hein. C'est l'équivalent du camp de Drancy pour la France et c'est aussi l'équivalent du camp de Westerbork pour les Pays-Bas. La déportation des Juifs de ces trois territoires, donc de France, de Belgique et des Pays-Bas, est une déportation concertée. C'est planifié pour ces trois États en même temps depuis Berlin. Et donc l'organisation crée... Mais il y a quelque chose de spécifique pour la caserne d'Ossin, c'est que ce lieu est organisé dans un seul but, c'est la déportation génocidaire, tandis que Westerbork et Drancy étaient déjà organisés auparavant. C'est l'un des tout premiers, c'est la première étude aussi approfondie sur la caserne d'Ossin. On est en 2017. Comment ça se fait que, parce qu'il y a eu beaucoup d'études aussi sur la persécution, sur la déportation des Juifs en Belgique, notamment de l'un de vos maîtres, hein, l'historien Maxime Steinberg. Comment ça se fait que cette caserne d'Ossin n'avait pas été étudiée comme ça jusqu'ici ? On n'a pas compris en Belgique très rapidement l'essence même de la Shoah. Il a fallu pour ça attendre les années 80 vraiment pour qu'on comprenne ce qu'était la Shoah en Belgique. Et la conscience de l'importance des camps de rassemblement est relativement récente puisqu'il faut attendre par exemple 2015 pour que deux études importantes sortent sur le camp de Drancy. Et pour Westerbork, on est encore dans l'attente. Donc c'est en fait, je pense, la communauté juive d'abord qui n'a pas compris l'importance de la caserne d'Ossin sur le plan historique, de même que la caserne d'Ossin, je pense, n'a pas encore percuté dans la conscience collective en Belgique. Ouais, et il faut attendre d'ailleurs les années 90 hein, pour que l'idée de faire un lieu de mémoire et un musée à la caserne d'Ossin émerge. Et jusque-là, ça n'avait pas été le cas. Non, parce que la caserne a été récupérée juste après la libération du camp de rassemblement pour y enfermer des inciviques et des collaborateurs, soupçonnés ou avérés. Ensuite, l'armée a récupéré les lieux d'une manière tout à fait normale. Et c'est en 1975, quand la caserne est jugée un camp plus assez moderne, il n'est plus au nord. Il n'est plus tout à fait à jour il est dépassé, pour y accueillir l'armée. L'armée va quitter la caserne d'Ossin pour s'installer à Petit et le bâtiment va rester quelque temps à l'abandon jusqu'à ce que la ville de Malines rachète le bâtiment pour y installer des logements de standing. Et c'est seulement à la fin des années 80 qu'un groupe de pionniers, dont Nathan Ramet, dont Maxime Steinberg... Donc Nathan Ramet qui est le fondateur hein, du musée. Et dont Georges Schneck qui était le président du consistoire, Maurice Piorot également de l'Union des anciens déportés juifs, vont comprendre l'importance essentielle du lieu et vont se dire mais c'est notre lieu, c'est le lieu de notre histoire, donc on ne peut pas laisser transformer le lieu en complexe d'appartements, il faut vraiment y faire quelque chose et c'est de là qu'est né donc le musée juif de la déportation et de la résistance. Alors expliquez-nous comment, ou plutôt dans quel contexte cette caserne d'Ossin à Malines va devenir ce lieu de rassemblement. Donc c'est vers juillet 42, c'est ça, hein, que les premiers déportés, les premiers juifs futurs déportés arrivent à Malines. Et dans quel contexte historique ce camp est créé à ce moment-là ? Mais le camp est uniquement créé avec le but de la déportation génocidaire. La déportation est décidée au mois de juin 1942 à Berlin. Et
on charge le major SS Philipp Schmidt, qui est à la tête du camp de Brennpunkt, d'organiser un SS-Sammellager für Juden, donc un camp de rassemblement pour juifs, ce qui sera fait donc le 27 juillet 1942. Le camp va ouvrir ses portes et au moment où il ouvre ses portes vont arriver les premiers juifs convoqués pour le travail ainsi que les premiers juifs qui ont été arrêtés lors d'une rafle le 22 juillet 1942 et qui vont servir d'ossature administrative au camp. Et où ils sont, donc vous le disiez bien, c'est un camp de rassemblement où ils vont passer juste le temps de constituer les convois en quelque sorte, c'est ça. Donc quelle était la période finalement la période pendant laquelle les Juifs vont séjourner, vont rester dans ce camp? Mais en 1942, depuis l'ouverture du camp jusqu'à la fin du mois d'octobre 1942, les Juifs y restent très peu de temps. Parce qu'on est là dans la période des convocations qui vont amener à peu près 4000 personnes au camp. On est dans la période des grandes rafles qui vont aussi amener à peu près 4000 personnes au camp. Et les dénonciations, les arrestations domiciliaires, la traque des Juifs a déjà aussi commencé. Donc dans ces 3 mois, dans ces 100 jours de 1942, comme les qualifiait Maxime Steinberg, on déporte 17 000 des 25 000 Juifs qui seront envoyés à Auschwitz-Birkenau. Alors ce que vous montrez aussi dans votre livre de manière extrêmement méticuleuse, c'est l'organisation du camp de rassemblement que vous décrivez en fait comme un camp nazi. Il était administré comme un camp nazi en quelque sorte. Le modèle du camp répond au modèle du camp de concentration. Donc au sommet, on a la hiérarchie des SS allemands. En dessous d'eux, on a leurs auxiliaires qui dans ce cas sont des SS flamands. Ensuite, on a les privilégiés, si j'ose les appeler ainsi, qui vont former l'ossature administrative du camp, mais aussi qui vont être utilisés pour toute la maintenance. Donc les électriciens, les plombiers, ceux qui s'occupent d'embarquer les colis ou les bagages des nouveaux arrivants et de les installer dans les chambrées, les chefs de chambrée. Donc tout ça va faire une ossature hiérarchisée et tout en dessous de cette hiérarchie, tout au bas de la hiérarchie, on va retrouver ce qu'on appelle les Transportjuden, c'est-à-dire les Juifs qui sont amenés à Dossin, qui sont immédiatement inscrits sur les listes de déportation et qui ne sont là que le temps de compléter le transport. Parce que ce qui est essentiel à comprendre pour la caserne d'Ossin, c'est que la règle, c'est la déportation. Et que dans la déportation, la règle, c'est la mort. Et c'est dans ce sens-là que Dossin est véritablement la salle d'attente d'Auschwitz-Birkenau. Vous avez travaillé aussi sur des sources qui n'avaient pas encore été étudiées jusqu'ici. Vous avez vraiment eu une somme de documents qui n'avaient pas encore été explorés. Tout à fait. Donc j'ai prêté une grande attention aux archives judiciaires, les archives de l'auditorat militaire, ce sont les dossiers répressifs des collaborateurs. J'ai réussi à identifier une centaine de SS flamands qui ont été en charge à la caserne d'Ossin. Alors il y a certains dossiers qui sont extrêmement touffus, où on va trouver profusion d'informations. Il y a même dans un de ces dossiers un journal intime d'un des SS. Il le tient à partir de l'évacuation du camp le 4 septembre 1944, mais il relate dans ce journal intime des tas de choses qui ont trait à la vie quotidienne au camp de Malines, donc c'est une source vraiment très importante. J'ai aussi prêter une grande attention aux œuvres d'art, aux dessins, aux objets qui ont été faits à la caserne d'Ossin, parce que souvent les historiens passent un peu à côté, on néglige cet aspect, mais dans le cadre de la caserne d'Ossin, on n'a plus d'archives allemandes, ou pratiquement plus d'archives allemandes. Et ces documents-là fournissent évidemment une somme d'informations aussi sur le quotidien de la vie dans le camp. Et puis alors, il y a aussi des témoignages des Juifs eux-mêmes. Oui, bien sûr. Qui décrivent aussi alors le quotidien, les conditions quotidiennes de détention dans le camp. Oui, tout à fait. Il y a les témoignages oraux et j'ai beaucoup privilégié quand même des témoignages inédits, des témoignages de première main qui n'ont pas été trop répétés ou trop utilisés. Et alors évidemment, dans les dossiers judiciaires, on trouve des témoignages exceptionnels parce qu'ils sont livrés
livré entre septembre 1944 et les années 50. Donc on est là à une période où la mémoire est fraîche, le souvenir est frais, on dépose à chaud en quelque sorte, et c'est une source extrêmement riche. Eh bien, merci Laurent Schramm pour toutes ces explications. Je renvoie vers votre livre qui est vraiment passionnant. Dossin, l'antichambre d'Auschwitz, c'est publié chez Racine